À peine les papiers du divorce signés, en sortant du palais de justice, j'ai immédiatement appelé mon père, viré tout le personnel que ma belle famille a placé dans l'entreprise. Le soir même, ma belle-mère est venue en hurlant, exigeant que je... Le soleil de plomb de juin frappait sans relâche la cour en béton du palais de justice du centre-ville. Je me tenais immobile sur les marches de l'entrée. Dans mes mains se trouvait le jugement de divorce définitif, frappé du sceau en relief d'un juge. Le papier était fin et léger, mais il résumait 5 années de ma jeunesse aveuglément gâchée. L'encre d'imprimerie avait encore une odeur âcre et amère. J'ai doucement passé mon doigt sur la ligne portant mon nom et celui de l'homme qui partageait autrefois mon lit, Amélie Dubois et Lucas Moreau. À cet instant précis, ces 2 noms appartenaient officiellement à des étrangers ou, plus exactement, à des ennemis jurés. 5 ans plus tôt, j'étais la fille chérie du président des entreprises Dubois. Aveuglé par l'amour et défiant les avertissements de ma famille, j'avais pleuré et supplié à genoux devant mon père, les larmes coulant sur mon visage, jurant que Lucas était un homme bon et ambitieux qui ne manquait que d'un tremplin pour briller. Mon père m'avait alors regardé avec des yeux remplis de chagrin et d'impuissance. Il avait soupiré, ses cheveux semblant grisonner de quelques teintes en un instant. Finalement, par amour pour sa fille unique, qui avait perdu sa mère très jeune, il avait fermé les yeux et hoché la tête. Il avait permis à Lucas de franchir les portes de la richesse sans exiger de contrat de mariage ni aucune condition. Mais je ne savais pas que ce hochement de tête navré de mon père était le début d'une tragédie où je serais vidé et exploité jusqu'à la moelle. Le claquement sec des chaussures en cuir sur le carrelage interrompit mes pensées. Du couloir du tribunal, Lucas sortit. Il portait un costume italien sur mesure, un cadeau d'anniversaire que je lui avais acheté l'année dernière et qui coûtait autant que le salaire annuel d'un travailleur moyen. Ses cheveux étaient gominés en arrière et son visage rayonnait d'une satisfaction suffisante non dissimulée. Accrochée à son bras se trouvait Léa, sa jeune maîtresse, vêtue d'une robe rouge vif moulante et portant un sac à main de créateur entièrement payé par ma carte platine. Ils marchaient côte à côte, ressemblant moins à des gens sortant d'un mariage brisé qu'à des gagnants du loto. Bon, c'est fait, alors nous suivons des chemins séparés à partir de maintenant. Ne te donne pas la peine de me haïr. Quand les sentiments ont disparu, on se libère mutuellement, dit Lucas avec insensibilité, un demi-sourire aux lèvres. J'ai levé les yeux vers l'homme qui se tenait devant moi. Le nez droit, les yeux vifs, l'extérieur doux et érudit qui avait trompé toute ma jeunesse affichait maintenant clairement une impudence glaçante. Ma gorge avait un goût de cendre, mais je n'ai pas pleuré. Mes larmes s'étaient taries pendant les innombrables nuits blanches à attendre le retour de mon mari, pendant les fois où je surprenais ses messages écœurants de douceur avec des dizaines d'autres femmes. Léa s'appuya contre l'épaule de Lucas, sa voix stridente résonnant dans la cour ensoleillée. Amélie, Lucas a raison. Tu as l'argent et le pouvoir, mais tu ne sais tout simplement pas comment garder un homme. Un homme a besoin d'une femme douce et obéissante, pas d'une vieille fille autoritaire qui se la joue supérieure. Rentre chez toi, serre tes tas d'argent dans tes bras et vis une vie de solitude. J'ai calmement rangé le jugement de divorce dans mon sac à main, le fermoir se refermant avec un clic décidé. Regardant Léa droit dans les yeux, j'ai répondu sur le ton le plus calme possible. Tu as ramassé les ordures que j'ai jetées. Et tu penses avoir trouvé de l'or? Garde-le et utilise-le avec soin. Le visage de Lucas s'assombrit. Il fit un pas en avant, sa voix se transformant en un grognement sourd. Ne sois pas si arrogante. Penses-tu vraiment que les entreprises Dubois de ta famille sont encore intactes? Tu t'es mise en retrait pour jouer la femme au foyer ces dernières années. Sais-tu seulement qui détient le vrai pouvoir dans l'entreprise maintenant? Ton père est vieux et sénile. Avec mon poste de directeur des opérations, plus toutes les personnes loyales que ma mère a soigneusement placées dans les départements clés, penses-tu honnêtement que tu peux simplement divorcer et nous mettre dehors? Les racines sont profondes. Si tu essaies de les arracher, tu ne feras qu'entraîner toute la société à sa perte. Lucas éclata d'un rire arrogant, le son résonnant contre les murs jaunis du palais de justice. Il était aveuglément confiant. Il croyait fermement que depuis 5 ans, mon indulgence à son égard, le fait d'avoir fait entrer des dizaines de ses parents à des postes lucratifs comme le service des achats, la comptabilité et la gestion de projets, était dû à ma stupidité et à mon amour désespéré. Sa mère, Martine, une femme issue d'un milieu modeste habituée des brocantes, se montrait toujours douce et humble devant moi. Mais dans mon dos, elle complotait secrètement avec des sociétés écrans pour siphonner l'argent des entreprises Dubois. Il pensait que j'étais aveugle. Il pensait que j'étais sourde.
Il n'avait pas compris que même lorsqu'un tigre est couché et dort, sa nature reste celle du prédateur suprême de la jungle. Voyons à quel point vos vilaines racines sont vraiment profondes. Je me suis retourné et je suis parti sans prendre la peine de regarder en arrière. Le soleil brillait directement dans mes yeux, éblouissant, mais aussi incroyablement clair. Il était temps pour moi de nettoyer les ordures que j'avais introduites dans ma propre maison. Il était temps pour cette fille indigne de revenir s'excuser auprès de son père. Je me suis glissé sur le siège conducteur de ma fidèle Range Rover, remontant les vitres hermétiquement pour bloquer complètement le bruit de la ville. L'espace à l'intérieur de la voiture était si silencieux que je pouvais clairement entendre mon propre rythme cardiaque. J'ai déverrouillé mon téléphone, mes doigts balayant des milliers de photos dans mon album, les photos de mariage glamour prises en Europe, les photos de Lucas souriant doucement, me donnant de la soupe quand j'étais malade. Les photos d'une famille heureuse réunie dans la villa où j'avais personnellement payé chaque meuble. Tout cela avait été des choses que je chérissais comme des trésors. Sans la moindre hésitation, j'ai appuyé sur le bouton pour tout supprimer. Le système a demandé, « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer définitivement ?» J'ai souri amèrement et j'ai appuyé sur « Supprimer ». L'écran a clignoté une fois, et plus de 5000 moments de mensonges ont disparu sans laisser de traces. C'était exactement comme enlever une tumeur maligne. Au moment de l'incision, la douleur vous transperce l'âme. Mais si vous ne l'enlevez pas, elle métastasera et vous tuera. J'ai fait défiler jusqu'à un numéro de téléphone familier enregistré sous le nom de papa. Depuis près de 3 ans, le nombre d'appels entre lui et moi pouvait se compter sur les doigts d'une main. Chaque fois que j'appelais, il posait quelques brèves questions puis prétextait le travail pour raccrocher. Je savais qu'il était en colère contre moi. En colère parce que je défendais trop la famille de mon mari. En colère parce que je les laissais abuser de leur pouvoir dans l'entreprise qu'il avait bâtie de sa sueur et de son sang. Mon doigt tremblait. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur appeler. Ça a sonné 3 fois avant que l'autre bout ne décroche. Une toux sèche familière a résonné, me brisant le cœur. Amélie, ma chérie. Sa voix était profonde et rauque, portant la lourde fatigue de la vieillesse. Juste ces 3 mots. Le mur de fierté et de force que j'avais essayé d'arborer s'est complètement brisé. Des larmes chaudes ont jailli et ont coulé sur mes joues. Ma voix s'est complètement cassée. Papa, j'ai eu tort. J'ai eu tellement tort. La ligne est restée silencieuse un instant. Il n'y a pas eu de reproche. Il n'y a pas eu de « je te l'avais bien dit ». Il y a seulement eu un doux soupir ému, le réconfort indulgent d'un père. Je sais que la décision du tribunal est finalisée, n'est-ce pas? Pleure un bon coup, ma chérie. Pleure pour alléger ton cœur. Je suis là. Notre famille est toujours là. Personne ne pourra plus jamais te faire de mal. J'ai appuyé ma tête contre le volant, sanglotant comme un tout petit. Tout le ressentiment, toute l'humiliation suffocante des 5 dernières années se sont déversés entièrement. Je lui ai parlé de la trahison de Lucas, de l'impudence de la famille de Martine, de la façon dont ils avaient prévu de prendre le contrôle de l'entreprise. Mon père a tout écouté, n'offrant qu'occasionnellement un doux grognement d'acquiescement. Quand je me suis finalement calmé et que j'ai essuyé mes larmes, la voix de mon père est soudainement devenue dure comme de l'acier. C'était l'écho autoritaire du président qui avait survécu au monde impitoyable des affaires pendant des décennies. La fille d'Henri Dubois ne peut pas être abattue par des voleurs à la petite semaine. Tu as fini de nettoyer ta maison. Il est maintenant temps de nettoyer l'entreprise. J'ai rassemblé suffisamment de preuves de leur crime il y a longtemps. J'attendais juste que tu donnes le feu vert. Je ne voulais pas que tu sois prise au piège entre ton amour pour lui et ta loyauté envers moi. Donc, il avait tout su depuis le début. Il attendait seulement que je me réveille par moi-même. Un sentiment écrasant de gratitude et de remords extrême a déferlé dans ma poitrine. Je me suis redressé, essuyant les dernières larmes accrochées à mes cils. J'ai regardé vers le gratte-ciel de verre lointain des entreprises Dubois. Ma voix a retrouvé son tranchant froid et décidé. Papa, je serai personnellement au bureau à 14 h aujourd'hui. S'il te plaît, préviens Thomas, le DRH, et Marc, le chef de la sécurité de l'entreprise, de se tenir prêt. De plus, avant que je n'entre dans la salle du conseil principal, tous les accès système de Lucas et de ses proches doivent être gelés. Leurs cartes d'accès à l'ascenseur doivent être désactivées. C'est fait. Je vais demander à mes équipes de l'exécuter immédiatement. Montrons-leur exactement à quoi ressemble le prix de la cupidité.
Mon père a raccroché. J'ai démarré la voiture, le moteur rugissant puissamment. J'ai mis la climatisation au maximum, laissant l'air glacial me vider complètement l'esprit. Lucas, tu avais raison. Tes racines se sont plantées très profondément. Mais tu as oublié une chose. Je suis la propriétaire de cette terre. Je vais retourner le sol, tout arracher à la racine et tout jeter hors de la propriété de ma famille. La purge commence officiellement. À 14 heures précises, je suis sorti de ma voiture, garée juste à l'entrée principale de la Tour du Bois. Cela faisait très longtemps que je n'étais pas apparu ici en ma qualité d'héritière. Je portais un tailleur pantalon noir de jais, mes cheveux relevés en un chignon soigné, mes talons au noir claquant à un rythme régulier et autoritaire sur le sol en granit poli. Les réceptionnistes et les gardes de sécurité dans le hall ont tous sursauté légèrement, se précipitant pour incliner la tête en guise de salutation. L'atmosphère est instantanément devenue étrangement silencieuse et tendue. Je me suis dirigé directement vers l'ascenseur privé de la direction réservé au président, utilisant la carte d'accès de plus haut niveau que j'avais gardée enfermée au fond d'un tiroir pendant 5 ans. Les chiffres sur l'écran numérique grimpaient rapidement, m'emmenant directement au 40e étage où se trouvait la salle du conseil d'administration. À ce moment, à travers les portes en verre insonorisées à double vitrage, je pouvais clairement voir la scène à l'intérieur. Martine, la mère de Lucas, était assise triomphalement dans le fauteuil en cuir exclusivement réservé à la vice-présidente. Autour d'elle se trouvaient ses parents qui avaient été placés dans l'entreprise, ainsi que quelques directeurs des sociétés écrans qu'elle avait créées. Elle portait une tenue voyante en velours rouge, arborant un collier de perles de la taille de son pouce, parlant et riant sans arrêt. J'ai fait signe à Thomas, le directeur des RH, et à 6 agents de sécurité de l'entreprise qui attendaient à l'extérieur. Puis, d'une main, j'ai poussé avec force les lourdes portes en chêne. La porte s'est ouverte avec un bruit sourd et sec, coupant court à tous les rires bruyants à l'intérieur. Tous les regards se sont tournés vers la porte. Le sourire sur le visage de Martine s'est figé. Elle a plissé les yeux vers moi, son expression passant de la surprise à l'irritation, élevant la voix avec condescendance. « Amélie, que fais-tu ici à cette heure ? C'est une réunion de haut niveau de la direction. Tu déranges le travail des dirigeants. Quoi que ce soit, nous en parlerons quand tu rentreras à la maison. » Elle jouait toujours le rôle de la belle-mère modèle, utilisant son ancienneté pour me faire la leçon. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Faisant des pas lents et puissants, je me suis dirigé droit vers le bout de la table de conférence. J'ai claqué une épaisse pile de dossiers sur la surface en verre. Le bruit sourd a fait sursauter ses parents sur leur siège. « Martine, vous semblez avoir oublié un fait fondamental. À la maison, vous étiez peut-être ma belle-mère, mais dans ce bâtiment, je suis la fille du président Henri Dubois, la deuxième plus grande actionnaire de cette société. Et depuis ce matin, sur le papier, légalement, votre fils et moi n'avons plus aucun lien. » J'ai annoncé haut et fort, mes yeux aussi vifs que des couteaux balayant leur visage qui pâlissait rapidement. Martine s'est levée d'un bond de sa chaise, le visage rouge de rage. « De quoi parles-tu ? Un divorce ? » Lucas ne m'a rien dit. « Tu penses que juste parce que tu as de l'argent, tu peux mettre cette famille à la porte ? Laisse-moi te dire que Lucas dirige cette entreprise depuis des années. Tous les contrats avec les partenaires sont entre ses mains. Tu le mets dehors et cette entreprise s'effondre instantanément. » J'ai laissé échapper un rire froid, secouant la tête de dégoût face à la cupidité et à l'ignorance pure de cette femme. Que l'entreprise s'effondre ou non, cela ne vous concerne pas. Thomas, lisez la directive. Thomas, le DRH aux cheveux d'argent qui avait suivi mon père depuis ses débuts, s'avança solennellement. Il s'éclaircit la gorge, ouvrit le dossier entre ses mains et lut chaque mot clairement et délibérément. Sur la base de la directive du président du conseil d'administration et citant des preuves irréfutables de violations financières et de fautes professionnelles, le département des ressources humaines annonce officiellement la suspension immédiate et d'urgence de Lucas Moreau. Directeur des opérations, Samuel Moreau, directeur des achats, Catherine Moreau, chef comptable, et 15 autres personnes directement affiliées. Tous les accès au système de données, aux comptes bancaires de l'entreprise et aux cartes d'accès au bâtiment ont été gelés il y a 15 minutes. De plus, tous les contrats actifs avec 6 sociétés tierces présentant des preuves de facturation frauduleuse seront gelés dans l'attente d'une enquête pénale. Chaque mot de Thomas était comme un coup de masse s'abattant sur les crânes des personnes assises dans la salle de conférence. Le teint de Martine passa du rouge au blanc cadavérique. Ses jambes tremblaient, incapable de la soutenir,
la forçant à s'agripper fermement à la coudoir de sa chaise. Les oncles et cousins de Lucas commencèrent à paniquer. Certains sortirent leur téléphone pour passer des appels. D'autres ouvrirent leur ordinateur portable, mais tout était inutile. Leurs écrans affichaient déjà des messages d'erreur rouge vif. « Tu oses faire ça à ma famille ? Espèce de garce ingrate qui coupe les ponts. » Martine pointa son doigt droit sur mon visage, hurlant hystériquement, perdant toute la fausse élégance aristocratique qu'elle avait affichée quelques instants auparavant. Je me suis approché, me penchant à son niveau, articulant chaque mot clairement. « Ouvrez les yeux, Martine. J'ai supporté votre famille pendant 5 ans. Je vous ai donné à manger, je vous ai donné des vêtements. Ça s'appelle de la charité. Mais vous vouliez casser la marmite et saigner les entreprises du bois à blanc. Ça s'appelle du détournement de fonds. Ça s'appelle du vol. Sécurité. Escorter tout le personnel non autorisé hors du bâtiment. À partir d'aujourd'hui, si quiconque portant le nom de Moreau met les pieds sur la propriété de l'entreprise, appelez immédiatement la police pour intrusion. » 6 gardes de sécurité costauds s'avancèrent instantanément. Ils agirent poliment, mais avec une détermination absolue. Ils tirèrent les chaises, emballèrent les affaires et ordonnèrent aux parents de Martine de sortir. Des cris, des injures et des pleurs bruyants résonnèrent dans tout l'étage. Je me tenais les bras croisés, regardant calmement les personnes qui avaient sucé le sang de ma famille être chassées comme un nid de frelons dérangés. Une brise du système de ventilation caressa mon visage, emportant le frisson glacial de la liberté. Tout ne faisait que commencer. Le prix qu'ils auraient à payer pour leur cupidité sans fond et leur cruauté les attendait encore. Une soudaine averse d'été frappa. La pluie s'abattait violemment contre les vitres d'un café caché au fond d'une petite ruelle du centre-ville. C'était autrefois un repère familier pour Lucas et moi, à l'époque où nous n'avions rien. C'est là que nous sirotions un café noir bon marché en peignant d'innombrables illusions sur un futur foyer heureux. J'ai choisi de m'asseoir dans le coin le plus sombre, remuant doucement mon café noir sans sucre, laissant le goût amer descendre dans ma gorge. C'est lui qui m'avait envoyé un texto, me suppliant de le rencontrer ici une dernière fois pour qu'il puisse s'excuser. Même si mon cœur était devenu aussi froid que la glace, j'ai décidé de venir, non pas parce que j'avais des sentiments persistants, mais parce que je voulais mettre un terme personnel et définitif à la pièce de théâtre bon marché que cet homme essayait encore de monter. À 16 heures précises, Lucas poussa la porte et entra. Il était complètement différent de l'homme vantard et gominé en costume de créateur au palais de justice quelques jours auparavant. Il avait l'air absolument pathétique. Ses cheveux étaient en désordre, tombant sur son front, et sa chemise était froissée et sortie du pantalon. Ses yeux étaient cernés et injectés de sang, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il tira la chaise en face de moi et s'assit, les mains jointes fermement sur la table, les épaules tremblantes. Si la version de moi d'il y a 1 an avait vu mon mari dans cet état d'épuisement, mon cœur se serait serré de douleur. Je me serais précipité pour lui tenir la main et lui demander ce qui n'allait pas. Mais maintenant, assis en face de moi, il n'y avait qu'un étranger. Un acteur terrible essayant de sauver le dernier profit d'un mariage qu'il avait personnellement détruit. Amélie, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort, dit Lucas d'une voix rauque, des larmes perlant au coin de ses yeux. Il tendit la main, essayant de toucher la mienne, mais je la retirai rapidement. Mes yeux le transpercèrent, aussi vifs et froids qu'une lame. Lucas se figea, déglutit difficilement et poursuivit son monologue larmoyant. Être renvoyé de l'entreprise ces derniers jours m'a finalement ouvert les yeux. Cette fille, Léa, elle ne faisait que m'utiliser pour mon argent. Quand elle a vu que je n'avais plus rien, elle a emballé toutes mes affaires de valeur et s'est enfuie avec quelqu'un d'autre. Je sais que je suis une personne horrible. J'ai trahi ta gentillesse. J'ai trahi les attentes de ton père. Mais Amélie, nous avons été mariés pendant 5 ans. Nous avons partagé une vie ensemble. Je t'en supplie, demande à ton père de me donner une autre chance de recommencer. Je n'ai plus besoin du titre de directeur. Laisse-moi juste être un employé ordinaire. Laisse-moi juste rester à tes côtés et me racheter. Je l'ai écouté pleurer en silence, les coins de ma bouche se retroussant en un sourire d'une amertume ultime. Il s'avère que l'impudence des êtres humains n'a vraiment pas de limite. J'ai baissé la main, ouvert mon sac et en ai lentement sorti un petit enregistreur vocal numérique et un mince dossier soigneusement agrafé. Je les ai poussés sur la table vers Lucas. Sèche tes larmes, Lucas. Tu peux arrêter de jouer la comédie.
Il n'y a pas de caméra ici, et aucun public ne va te décerner un prix. Ma voix était plate, ne portant pas la moindre once de colère. Pourtant, elle fit frissonner l'homme en face de moi. J'ai appuyé sur lecture sur l'enregistreur. Du petit haut-parleur, la voix aguicheuse de Léa retentit clairement, mêlée au rire arrogant de Lucas. Tu as été si génial ces derniers temps, en obtenant cette villa de cette vieille bique. Une fois que nous aurons fini de vider la société, partons simplement vivre à l'étranger ensemble. Immédiatement après, suivit la voix de mon ex-mari. La même voix qui me promettait la lune et les étoiles. Ne t'inquiète pas, Amélie est si stupide. Elle est tellement obsédée par moi. Elle fait tout ce que je dis. Le vieil homme est sénile. J'ai déjà secrètement copié toute la base de données des clients principaux des entreprises Dubois sur la société écran de ma mère. Une fois ce gros coup terminé, je la jetterai aux oubliettes et je te ramènerai à la maison comme une reine. L'enregistrement s'est terminé. Un silence terrifiant a envahi l'espace, ne laissant que le son de la pluie tambourinant contre la fenêtre. Le visage de Lucas est passé du rouge vif au blanc os. Ses lèvres tremblaient violemment, bégayant des mots insensés. Les larmes sur son visage s'étaient complètement séchées. Il a saisi frénétiquement le dossier que je lui avais tendu et l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran de ses messages orchestrant le vol de technologies propriétaires ainsi que des documents financiers prouvant qu'il avait secrètement détourné des fonds de projets majeurs de l'entreprise. Pendant 5 ans, je t'ai tellement aimé que j'ai défié mon propre père. J'ai cru aveuglément que tu étais un homme bon. Je t'ai laissé faire. J'ai toléré ta mère. J'ai fermé les yeux pour que tu puisses faire entrer tes parents dans l'entreprise. Mais ce que j'ai eu en retour, ce n'était pas seulement l'infidélité physique. C'était un complot malveillant pour voler le sang, la sueur et les larmes de ma famille. Je me suis penché en avant, insistant sur chaque mot. Penses-tu vraiment que quelques larmes de crocodile peuvent blanchir l'escroquerie en bande organisée et la fraude d'entreprise? J'ai déjà envoyé une copie de ce dossier aux autorités. Aller au tribunal civil pour un divorce n'était que la première étape. Là où vous et votre famille appartenez, c'est derrière les barreaux froids d'une prison. Lucas a reculé en se levant, sa chaise en bois heurtant bruyamment le mur. Il m'a regardé avec des yeux paniqués. Toute trace de la victime suppliante avait disparu, exposant la vraie nature d'un lâche acculé. Tu oses être aussi impitoyable? N'as-tu pas peur que la société te juge comme une femme cruelle qui a conduit son ex-mari à la ruine? Je me suis levé calmement, j'ai attrapé mon parapluie au coin de la table et j'ai laissé un billet de 50 € pour payer les cafés intacts. La société ne paie pas mes factures. Leur jugement ne me rendra pas pauvre ni ne me tuera. Mais si je tolère un chien enragé et traître comme toi, alors je commets vraiment un péché envers mon père vieillissant. Prends un avocat, Lucas. Mes avocats te contacteront. Je suis sorti du café, me fondant dans le rideau de pluie blanc. La fraîcheur de l'eau de pluie a frappé mon visage, mais à l'intérieur de mon cœur, je me sentais étrangement légère et paisible. La dernière tumeur avait été complètement excisée. Le soleil de fin d'été était encore étouffant, projetant des rayons durs sur l'immense place de granit devant l'entrée principale de la tour du bois. L'horloge sonna exactement 8 heures du matin, l'heure où des milliers d'employés se dépêchaient de pointer pour leur journée de travail. C'était aussi le moment exact où une foule chaotique est soudainement arrivée, brisant l'atmosphère professionnelle habituelle. En tête de la foule se trouvait nulle autre que Martine, mon ancienne belle-mère, accompagnée de dizaines de visages familiers de la famille Moreau, des jeunes aux plus âgés. Ils portaient des vêtements froissés et miteux, bien loin de l'apparence luxueuse et soignée qu'ils affichaient en se prélassant dans les bureaux de l'entreprise quelques jours auparavant. Dans leurs mains, ils déroulaient des pancartes en carton rouge vif avec des lettres jaunes criardes. Les entreprises Dubois volent la classe ouvrière. Les milliardaires écrasent les gens honnêtes. Rendez justice à notre famille. Un mégaphone bon marché crachait un bruit statique se mêlant aux cris et aux pleurs théâtraux des femmes Moreau, transformant la place en un cirque chaotique. Des passants curieux arrêtaient leurs voitures, filmant et prenant des photos, bloquant complètement une partie de l'avenue. Marc, le chef de la sécurité de l'entreprise, courait partout en suant abondamment. Il m'a frénétiquement contacté par radio pour obtenir la permission d'appeler la police et de disperser la foule. Assise dans mon bureau au dernier étage, je regardais calmement la pièce de théâtre bon marché se dérouler sur les moniteurs de sécurité. Un sourire froid se dessina au coin de mes lèvres. J'ai pris la radio et j'ai donné un ordre clair. Marc, n'appelez pas la police tout de suite.
Ouvrez grand les portes principales. Invitez toute la famille de Martine dans le hall principal. Assurez-vous d'avoir des bouteilles d'eau prêtes pour eux. Nous allons gérer cela ouvertement et de manière transparente devant tous nos employés et le public. Quand je suis sorti de l'ascenseur dans le grand hall, la foule de la famille Moreau était assise partout sur les canapés en cuir coûteux, leur bouche crachant encore des injures vulgaires. En me voyant apparaître dans mon tailleur autoritaire, quelques-uns des parents ont semblé intimidés et se sont recroquevillés. Mais pas Martine. La femme qui avait joué la mère aimante pendant des années a foncé droit sur moi, pointant son doigt sur mon visage. Elle a hurlé, espèce de belle fille vicieuse. Tu coupes les ponts. Ma famille s'est sacrifiée pour cette entreprise, travaillant d'arrache-pied pendant des années. Maintenant, tu as divorcé de Lucas et tu jettes toute ma famille à la rue sans rien. Aujourd'hui, je vais faire connaître à toute cette ville le vrai visage maléfique de la famille Dubois. Je me tenais les mains jointes dans le dos, gardant une distance de sécurité, la laissant crier jusqu'à ce qu'elle soit aphone. Les employés se tenaient en cercle en chuchotant. Certains semblaient dubitatifs tandis que d'autres fronçaient les sourcils de dégoût face au manque de classe de la foule. Quand la pièce s'est finalement calmée parce que Martine était épuisée, j'ai lentement pris la parole. Ma voix a résonné clairement dans le grand hall grâce à un micro-cravate. Martine, vous dites que votre famille s'est sacrifiée et a travaillé d'arrache-pied. Excellent. Puisque toute votre famille élargie est ici aujourd'hui avec des passants qui filment, je vais montrer à tout le monde à quel point les contributions de votre famille ont été formidables. J'ai levé la main en guise de signal. Instantanément, l'immense écran numérique au centre du hall, habituellement utilisé pour les présentations immobilières, s'est allumé. Sur l'écran étaient affichés des relevés bancaires officiels avec des sceaux en relief et des contrats d'entreprise fortement agrandis. Tenant une télécommande de présentation, j'ai parcouru les documents en expliquant à voix haute, ceci est un contrat d'achat de matériaux signé par Samuel Moreau, le frère biologique de Martine et notre ancien directeur des achats. Le coût des matériaux a été faussement gonflé à 3 fois le prix du marché. La différence de 1,5 million d'euros, comme le prouve ce relevé bancaire, a été virée directement sur le compte personnel de Catherine Moreau, la sœur de Martine et notre ancienne chef comptable. Tout le hall a suffoqué de choc. Les chuchotements se sont transformés en critiques furieuses de la part des employés de l'entreprise. Le visage de Martine est passé du rouge vif à un gris maladif. Ses jambes ont vacillé et elle a dû s'agripper au bras de son frère Samuel, mais Samuel transpirait actuellement à grosses gouttes, son visage complètement vidé de son sang. Je ne me suis pas arrêté. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Ma voix était comme de l'acier. Je n'ai pas fini. Voici une liste de 3 sociétés écrans enregistrées au nom de Quentin Moreau, le plus jeune frère de Martine. Pas de bureau, pas d'employés. Pourtant, chaque mois, elle recevait des paiements massifs pour des services fantômes des entreprises Dubois. Le montant total que votre famille a détourné et nous a volé au cours des 3 dernières années est de près de 4 millions d'euros. Pensiez-vous vraiment que vous pouviez utiliser des pancartes en carton, des pleurs et jouer la victime pour dissimuler le fait que vous avez volé le sang, la sueur et les larmes de milliers de travailleurs honnêtes ici? Au moment où les parents Moreau ont commencé à paniquer, certains reculant et d'autres essayant de s'enfuir, la sirène de la police a retenti depuis la rue. Plusieurs voitures de patrouille ont freiné brusquement devant le hall. Des inspecteurs de la police judiciaire et des officiers en uniforme sont entrés, tenant d'épaisses liasses de mandats. L'inspecteur principal a lu bruyamment les accusations, arrêtant Samuel Moreau, Catherine Moreau et Quentin Moreau pour escroquerie en bande organisée, détournement de fonds et fraude d'entreprise. L'acier froid des menottes s'est refermé sur les poignets des personnes mêmes qui venaient de réclamer bruyamment justice. Les parents qui étaient venus tenir les pancartes de protestation ont jeté leurs accessoires par terre dans la panique et se sont dispersés sur les côtés, le visage pâle et terrifié jusqu'au silence absolu. Martine a regardé ses propres frères et sœurs se faire emmener. Ses yeux se sont révulsés, ses jambes ont lâché et elle s'est effondrée sur le sol de marbre froid. Elle a gémi de manière incohérente, mais personne n'a pris la peine de lui accorder la moindre sympathie. Sa cupidité sans fond avait creusé la tombe qui a enterré sa propre famille. Le luxueux domaine de banlieue où vivait mon père maintenait habituellement un calme rare et paisible, loin de la ville bruyante. Les bougainvilliers fleurissaient de manière éclatante sous le soleil de l'après-midi, cachant les pelouses verdoyantes à l'intérieur. Mais cette quiétude a été violemment déchirée en fin d'après-midi. Ne voulant pas accepter que ses frères et sœurs soient enfermés et que son fils soit au bord de la prison, Martine a eu recours à la tactique toxique la plus méprisable qui lui restait, la manipulation psychologique.
Utilisant sa propre chair et son propre sang, elle a traîné ses 2 jeunes petits-enfants, Hugo, 10 ans, et Chloé, 6 ans, jusqu'aux grilles en fer forgé du domaine du bois. Sous la chaleur étouffante qui émanait de l'asphalte, elle a forcé les 2 enfants innocents à s'agenouiller sur le sol dur. Pire encore, suspendue au cou de chaque enfant maigre se trouvait une pancarte en carton avec des mots griffonnés, « Papy Henri, Tati Amélie, s'il vous plaît, pardonnez à notre papa. S'il vous plaît, sauvez notre famille. » Martine s'est affalée à côté d'eux, les cheveux en désordre, pinçant constamment les jambes des enfants pour les faire pleurer plus fort afin d'attirer l'attention des riches voisins. Assise dans le salon avec mon père, regardant cette scène larmoyante à travers les caméras de sécurité, mon cœur s'est serré d'une douleur aiguë. Comment une femme qui se disait grand-mère pouvait-elle être assez cruelle pour traîner sa propre chair et son propre sang sous un soleil de plomb, les utilisant comme boucliers humains pour implorer la pitié? Mon père, le président Henri Dubois, un homme qui avait goûté à toutes les réalités amères et douces du monde des affaires, serra fermement sa canne en bois. Des veines bleues saillissaient sur ses mains âgées, et son visage brûlait de rage. Il laissa échapper un souffle lourd, s'appuya sur sa canne pour se lever et parla d'un ton profond et indéniable d'autorité. « Amélie, ouvre les grilles. Ils ont amené ça à notre porte. La famille Dubois ne se cache pas. Même un tigre féroce ne mange pas ses propres petits. Si un être humain peut être aussi mauvais, le ciel lui-même ne lui pardonnera pas. » Les lourdes grilles en fer s'ouvrirent lentement. Les voisins avaient déjà commencé à se rassembler, pointant du doigt et chuchotant. Mon père sortit, sa silhouette mince, mais se tenant aussi droit et solide qu'un pin. Il ne regarda même pas Martine, qui se roulait par terre en feignant des sanglots. Il se dirigea droit vers les 2 enfants. Il se pencha, ses mains ridées tremblant alors qu'il tenait les épaules tremblantes de la petite Chloé, puis regarda droit dans les yeux de Hugo. « Martine, levez-vous immédiatement. » Le cri de mon père portait une autorité massive, frappant comme un coup de tonnerre dans un ciel clair, faisant taire instantanément la foule murmurante. Martine sursauta, cessa de pleurer et leva les yeux vers lui avec des yeux gonflés. Mon père frappa durement sa canne contre le trottoir. « À cause de votre cupidité d'adulte, à cause de votre argent sale et volé, vous avez le cœur de traîner la dignité et la fierté de ces 2 enfants ici pour qu'elles soient piétinées. À qui les faites-vous s'agenouiller? Me supplie-t-il de pardonner un crime? Les crimes de votre fils et de vos frères et sœurs seront jugés par la loi. Ces enfants sont innocents. Ce ne sont pas des boucliers humains pour votre lâcheté. » Martine bégaya, essayant de sauver le dernier lambeau de sa fierté devant la foule. « Vous êtes cruel. Mes petits-enfants perdent leur père. Ma famille est ruinée. Tout ça parce que votre fille est une jalouse, sans cœur. Vous, les riches, vous êtes sans pitié. » Mais avant qu'elle ne puisse finir, quelque chose d'inattendu se produisit qui stupéfia tout le monde, y compris mon père et moi. Hugo, le garçon de 10 ans qui était habituellement calme et renfermé, se leva soudainement. Son jeune visage était trempé de larmes et maculé de saleté, mais ses yeux rayonnaient d'une résilience féroce, d'une douleur profonde et d'une humiliation ultime. Il regarda les voisins qui enregistraient avec leur téléphone, puis baissa les yeux sur la pancarte en carton suspendue à son cou. Avec une explosion de colère, Hugo saisit la ficelle à 2 mains et la cassa. Il jeta violemment la pancarte par terre et la piétina. « Mamie, ne me fais plus m'agenouiller. J'ai tellement honte. » La voix du garçon se cassa, déchirant l'air suffocant. Il se retourna, tira sa petite sœur, Chloé, pour la remettre sur pied, lui enleva la pancarte du cou et la jeta. Hugo serra fermement la main de sa sœur, regardant Martine avec des yeux remplis de la déception sans fond d'un enfant profondément blessé. « Ma maîtresse dit que si on fait quelque chose de mal, on assume la punition. Papa a fait quelque chose de mal. Il doit prendre ses responsabilités. Tu m'as dit de venir ici pour m'excuser pour papa, mais nous faire porter ces pancartes et être la risée des gens, je ne le ferai pas. Rentre à la maison. Je ne me mettrai plus jamais à genoux pour supplier qui que ce soit. » Sur ce, Hugo tint la main de sa sœur et s'éloigna résolument à travers la foule. Sa petite mais incassable silhouette projetait une longue ombre sur la route ensoleillée. Martine était clouée sur place, se couvrant le visage, sanglotant d'un regret amer et tardif. Son dernier coup, utiliser la morale pour étouffer ma famille, avait été réduit en miettes par son propre petit-fils, lui donnant une leçon de respect de soi. Mon père resta à regarder les enfants jusqu'à ce qu'ils disparaissent au bout de la route. Ses yeux brillaient de tristesse.
Il laissa échapper un long et lourd soupir, se retourna et rentra dans la maison, laissant la femme effondrée au milieu des ruines créées par sa propre cupidité. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres pâles sur la large cour du domaine, illuminant une scène pathétique et misérable. Après que les silhouettes résilientes des deux enfants eurent disparu au coin de la rue, la foule curieuse commença à se disperser, ne laissant que la famille Moreau debout, se regardant les uns les autres avec confusion. Le rideau de leur tragédie avait été déchiré par des enfants, exposant leur honte absolue. À ce moment précis, une camionnette s'arrêta à la grille. David Moreau, l'oncle de Lucas, qui venait d'être licencié de son poste de chef de projet le matin même, mena un grand groupe de parents en colère hors du véhicule. Leur visage était rouge de rage meurtrière, dépouillant complètement le comportement soumis et flatteur qu'il montrait habituellement à Martine. David marcha d'un pas lourd et pointa directement le visage de Martine alors qu'elle était assise par terre. Sa voix forte brisa le silence. « Martine, qu'est-ce que tu as fichu ? Ce matin, toute la famille était assise à nos bureaux et soudain, la sécurité arrive, emballe nos affaires et nous met dehors comme des canards. Ils ont dit que ta famille a détourné des fonds et commis une fraude. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu nous as dit de venir travailler ici pour que nous puissions tous profiter de la richesse, et maintenant nous avons perdu nos moyens de subsistance. Comment vas-tu arranger ça ? » Martine se dépêcha de se relever. Ses vêtements étaient en désordre, sa sueur se mêlant à ses larmes, ruinant son maquillage. Elle bégaya, essayant de s'accrocher au dernier lambeau d'autorité qu'elle avait en tant que chef de famille. « David, calme-toi. Trouvons une solution. C'est Amélie. Elle coupe les ponts. Elle est jalouse. Alors, elle nous a tous virés. Je panique aussi. 3 de mes frères et sœurs viennent d'être arrêtés. Comment peux-tu venir ici et me crier dessus maintenant ? » Une femme d'âge moyen, l'une des tantes de Lucas, ricana et la coupa, les yeux vifs de mépris. « Jalouse ? Arrête de mentir comme tu respires, Martine. » Ce matin dans le hall, ils ont mis un énorme relevé bancaire sur l'écran. Des millions d'euros de majoration de matériaux, de fausses sociétés. Toi et tes 3 frères et sœurs, vous avez tout avalé. Est-ce que l'un de nous, à la base, en a vu un seul centime ? On s'est cassé le dos à travailler comme vos boucliers. Et maintenant que ça a explosé, tu veux qu'on prenne le blâme pour toi ? En entendant parler des millions d'euros, la foule de parents explosa de fureur. Une volée d'injures s'abattit comme une ruche brisée. La fausse unité, les douces paroles de fraternité construites purement sur la base de l'intérêt matériel, se brisèrent en poussière. La nature humaine, lorsqu'elle est acculée et privée d'argent, se révèle de la manière la plus brutale et la plus honnête. David s'avança, saisissant Martine par le col de son chemisier en velours coûteux, grinçant des dents. « Paie-nous nos indemnités. Toute ma famille a déménagé en ville, comptant sur ce travail pour nourrir nos enfants. Maintenant, mon casier judiciaire est entaché. Qui va m'embaucher ? Tu as avalé des millions. Maintenant, crache-les et paie-nous pour nos dommages ou je jure devant Dieu que je te détruirai. » Debout sur le balcon du 2e étage, regardant en bas, j'ai tranquillement observé leur guerre civile interne se dérouler. Je n'éprouvais aucune pitié, seulement une prise de conscience amère de ce qui arrive aux gens dont l'esprit est aveuglé par la cupidité. Ils comptaient les uns sur les autres pour saigner ma famille à blanc. Maintenant que la mine d'or était tarie, ils étaient prêts à se déchirer en morceaux. Lucas se terrait dans un coin, le visage pâle, les yeux fuyants de terreur face à l'agressivité de ses oncles et tantes, des gens qu'il méprisait habituellement. La richesse et le pouvoir qu'il avait mis tant de mal à voler s'étaient transformés en cendres, consumant les derniers lambeaux de ses liens familiaux en lambeaux. Le chaos à la grille ne montrait aucun signe d'arrêt. Les gémissements de Martine se mêlaient aux cris vulgaires de David, créant un bruit angoissant et assourdissant. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ajusté ma veste et je suis lentement descendu des escaliers. Mon père était assis sur le canapé en bois, faisant rouler une tasse de thé chaud à moitié vide entre ses mains. Il me fit un léger signe de tête, me signalant de faire ce qui devait être fait. Ses yeux rayonnaient d'une confiance absolue. J'ai fait signe à Marc, le chef de la sécurité, d'ouvrir à nouveau les grilles en fer, faisant directement face à la foule hors de contrôle. Mon apparition fit geler la foule instantanément, les mains saisissant le col de Martine se sont rapidement retirées. Je suis monté sur le porche, dégageant une aura imposante, mes yeux balayant les visages hagards et craintifs de la famille Moreau. J'ai parlé d'un ton calme et régulier qui n'était pas fort, mais qui portait assez de poids pour écraser toute résistance.
Avez-vous fini de faire une scène? C'est une propriété résidentielle privée. J'ai tout à fait le droit d'appeler la police et de vous faire arrêter pour trouble à l'ordre public. Mais considérant que nous avions autrefois des liens, je vous donne une dernière chance de terminer cela tranquillement. J'ai jeté un coup d'œil au visage paniqué de Lucas, puis j'ai croisé le regard de David, déclarant clairement « Je sais très bien que certains d'entre vous ici n'étaient pas réellement impliqués dans le réseau de détournement de fonds dirigé par Martine et ses 3 frères et sœurs. Vous n'étiez que des victimes utilisées comme écran de fumée. Les entreprises du bois sont un lieu de règles, mais aussi d'humanité. Pour quiconque n'a pas enfreint la loi, je demanderai personnellement au RH de verser votre salaire complet pour ce mois, plus une indemnité de licenciement conformément à la loi. De plus, l'entreprise délivrera des lettres de recommandation irréprochables pour que vous puissiez trouver de nouveaux emplois. J'ai marqué une pause pour laisser ces mots s'imprégner, puis j'ai porté le coup psychologique final. Mais cette offre n'est valable que pour ceux qui quittent cette propriété dès maintenant et coupent volontairement tous les liens avec les personnes actuellement sous enquête par les autorités. Si quelqu'un veut rester ici et défendre Martine et terroriser ma maison, faites comme bon vous semble. Demain matin, vos dossiers d'employés seront envoyés directement aux enquêteurs pour élargir l'enquête aux complices. Mes paroles étaient comme un seau d'eau glacée éteignant le feu agressif de la foule tout en jetant une unique bouée de sauvetage à des personnes en train de se noyer. Il n'a même pas fallu 10 secondes de réflexion. David a immédiatement reculé de plusieurs pas, agitant frénétiquement les mains. Amélie, mademoiselle Dubois, si vous dites cela, nous sommes soulagés. Nous sommes des gens simples. Nous ne savions rien. Nous avons juste été trompés par Martine. Nous partons tout de suite. Merci de faire preuve de clémence. Sur ce, il a ordonné aux parents de remonter dans la camionnette. Pas une seule personne n'a pris la peine de regarder Martine ne serait-ce qu'une fois. La camionnette a démarré, a soufflé un nuage de gaz d'échappement sombre et s'est éloignée à toute vitesse, laissant un silence glacial sur l'allée en béton. Martine était assise affalée sur le sol, les cheveux en désordre, les yeux morts alors qu'elle fixait la camionnette qui s'éloignait. Elle marmonnait des mots incompréhensibles comme une folle qui venait de perdre tout son monde. C'est seulement alors que Lucas a osé s'avancer timidement pour aider sa mère à se relever. Mais au lieu de sympathie, sa voix était remplie d'un ressentiment vicieux. « Tu vois, maman, tout ça c'est de ta faute. Je t'avais dit de rester discrète. De ne pas faire entrer tous ces parents stupides dans l'entreprise. Tu as été trop gourmande en essayant de tout rafler. Maintenant, ça a explosé. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu mon travail. Et tu as perdu ton argent. Tu as ruiné ma vie. Tu le sais ça ? » Martine se figea, ses yeux injectés de sang fixant le fils précieux dont elle avait toujours été si fière. La frustration refoulée a finalement explosé. Elle a balancé son bras, utilisant toute sa force pour donner une gifle retentissante sur le visage grimaçant de Lucas. Le claquement sec a résonné vivement, laissant une empreinte de main rouge sur sa joue. Espèce de bâtard ingrat. Pour qui penses-tu que j'ai fait toutes ces choses terribles? N'était-ce pas pour rassembler assez d'argent pour que tu crées ta propre entreprise? Pour payer ta jeune maîtresse? Maintenant, tu rejettes toute la faute sur ta vieille mère? Martine a gémi de désespoir, ses cris résonnant dans la fin de l'après-midi, clôturant le rideau sur une comédie tragique de personnes qui partageaient un lit mais nourrissaient des cœurs différents, finissant par utiliser leurs griffes pour se déchirer mutuellement. L'effondrement de la famille Moreau s'est produit à une vitesse vertigineuse, comme un vieil arbre qui avait pourri de l'intérieur, n'ayant besoin que d'une légère brise pour se briser complètement. Le lendemain matin, alors que j'étais dans mon bureau en train d'examiner des contrats en retard, mon téléphone a sonné. L'écran affichait le nom de Maître Mitchell, le conseiller juridique de la société. Sa voix était posée, mais portait des nouvelles choquantes. Amélie, la nuit dernière, Lucas s'est faufilé dans le siège de l'entreprise. Il a utilisé une carte d'accès de secours qui n'avait pas encore été désactivée pour s'introduire dans la salle des serveurs. Il essayait de voler les disques durs contenant la base de données des clients principaux. La sécurité l'a pris la main dans le sac et l'a remis à la police. Les accusations d'espionnage industriel et de vol de secrets commerciaux sont béton. J'ai laissé tomber mon stylo sur le bureau, je me suis penché en arrière dans mon fauteuil de direction en cuir et j'ai poussé un long soupir. Il ne pouvait tout simplement pas accepter la défaite. Il essayait toujours de se débattre dans la fosse de boue qu'il avait lui-même creusée. La cupidité avait complètement aveuglé la logique d'un homme instruit. Il n'avait pas compris une vérité universelle.
Les choses qui ne sont pas gagnées par votre propre sang, votre sueur et vos larmes ne peuvent jamais être conservées. L'avenir de Lucas se passerait probablement derrière les barreaux froids, à se repentir de ses erreurs et de sa cruauté. Mais la tragédie de cette famille ne s'est pas arrêtée là. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. À l'autre bout du fil se trouvait la voix soumise et tremblante d'Arthur Moreau, le père biologique de Lucas. Contrairement à Martine, qui était bruyante et ambitieuse, Arthur était un instituteur à la retraite qui avait passé sa vie à faire profil bas, protégeant désespérément son ego fragile et son image de famille instruite. Depuis que le scandale avait éclaté, il avait complètement disparu. Ne se montrant jamais pour conseiller sa femme ou défendre son fils. Il avait choisi de se cacher pour protéger sa propre fausse réputation. Amélie, c'est Arthur. J'appelle pour m'excuser auprès de vous et d'Henri. La voix d'Arthur hésitait, pleine d'humiliation. J'ai passé ma vie à enseigner aux enfants. Je ne m'attendais jamais à être maudit avec un fils ruiné et une femme cupide. J'appelle pour vous informer. Ce matin, j'ai officiellement demandé le divorce d'avec Martine. Quant à la petite maison de notre ville natale, j'ai demandé au tribunal de la diviser clairement afin qu'elle ne soit pas gelée par les autorités. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec cette femme ou son fils. S'il vous plaît, soyez généreuse et ne signalez pas cela à mon ancienne école afin que je puisse garder un peu de face devant mes voisins dans ma vieillesse. En entendant ces faibles excuses, une vague de pitié m'a envahi. Pas de la pitié pour lui, mais de la pitié pour une idée de famille qui avait été tordue à l'extrême. Quand il y avait richesse et gloire, il se battait pour en profiter. Quand le désastre a frappé, l'homme qui était censé être le pilier de la famille a lâchement abandonné toute responsabilité, demandant le divorce juste pour sauver sa pension et son ego déchiré et fragile. Une famille sans fondement moral, sans partage authentique et sans amour était toujours destinée à voler en éclats. Je lui ai répondu d'un ton ferme mais inflexible. Arthur, la loi est juste. Chacun paie pour ce qu'il a fait. Les autorités ne harcèleront pas les innocents. J'espère seulement qu'après tout cela, vous trouverez une véritable paix dans votre âme, pas une fausse paix achetée en abandonnant votre femme et votre enfant. J'ai raccroché, mettant un terme définitif à tout lien restant avec la famille toxique Moreau. L'aube du week-end s'est levée avec une atmosphère fraîche et vivifiante. Aujourd'hui, j'ai personnellement conduit la vieille berline argentée délavée que ma mère utilisait pour faire les courses, emmenant mon père vers le cimetière du Pin Vert en périphérie de la ville. La route sinueuse traversait des rangées de pins verts foncés. Le vent sifflait doucement à travers les fenêtres, transportant l'odeur terreuse de l'herbe sauvage et de la rosée du matin. Cela faisait très longtemps que mon père et moi n'avions pas partagé un trajet en voiture dans une paix aussi profonde. Mon père portait une simple chemise grise à boutons. Son visage portait les rides profondes du temps et des épreuves. Mais aujourd'hui, ses yeux étaient brillants et inhabituellement doux. Garés au bas de la colline, mon père et moi avons porté un panier de fruits et de fleurs, montant lentement les marches de pierre couvertes de mousse. La tombe de ma mère reposait tranquillement à l'ombre d'un pin ancien. La pierre tombale portant le nom de Marguerite Dubois était encore claire et sereine. Mon père a sorti un mouchoir de sa poche et a méticuleusement essuyé quelques feuilles sèches tombées sur la pierre froide. Ses mains âgées tremblaient, mais elles portaient un amour qui ne s'était jamais refroidi. J'ai déposé un bouquet de fleurs fraîches et allumé une petite bougie commémorative. La fumée s'est enroulée dans l'air, emportant les fardeaux des tempêtes qui venaient de passer, s'évanouissant dans le vide. Maman, ta fille est venue te voir aujourd'hui. J'ai déposé le lourd fardeau. L'entreprise de papa et toi est en sécurité, et je me suis retrouvé. Ai-je murmuré à la tombe. Des larmes chaudes ont coulé sur mes joues, mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse. C'étaient des larmes de libération et de croissance. Mon père se tenait à côté de moi, posant une main sur mon épaule mince. Sa voix chaude a résonné dans le silence de la terre et du ciel. Amélie, m'en as-tu déjà voulu? M'as-tu reproché de savoir que la famille de Lucas n'était pas bonne, mais de t'avoir quand même laissé l'épouser? M'as-tu reproché de t'avoir laissé nager seul dans le malheur pendant 5 ans? Je me suis tourné pour le regarder, secouant fermement la tête, et j'ai jeté mes bras autour de son corps frêle. Non, papa. Je ne t'en veux pas. Grâce à ton silence et à ta patience, je comprends vraiment la nature humaine maintenant. J'ai réalisé exactement quel est le lourd prix de l'amour aveugle. Si tu m'avais agressivement arrêté ou si tu étais intervenu pour me sauver trop tôt, j'aurais probablement passé toute ma vie comme une enfant vivant dans une illusion.
Je n'aurais jamais développé la force de reprendre l'héritage de notre famille. Mon père a souri. Le doux sourire d'un père qui avait utilisé le reste de sa vie pour forger une leçon écrite dans le sang pour son enfant. Un aigle qui veut déployer ses ailes et voler au doigt briser sa propre coquille épaisse. Dans cette vie, une personne ne grandit vraiment que lorsqu'elle se relève de ses chutes les plus douloureuses. À partir de maintenant, le passé est clos. La route à venir t'appartient. Parcours-la avec fierté et vis une vie sans peur, ma fille. Le vent a balayé la Pinède, bruissant comme une réponse de la nature, et comme l'étreinte réconfortante d'une mère au ciel tendant les bras à un père. Mesdames et messieurs, chers lecteurs, l'histoire d'Amélie se termine ici. Après avoir survécu à tant de tempêtes, la gentillesse et le respect de soi restent finalement les ports les plus sûrs pour l'âme humaine. Cette humble histoire, comme une tasse de thé chaude et réconfortante, avait pour but de partager avec vous quelques vérités simples. Dans la vie de famille, aimer ses enfants et petits-enfants est sacré. Mais une surprotection aveugle peut parfois être le poison qui tue leur avenir. Tout comme le père dans cette histoire, parfois, le véritable amour signifie prendre du recul, ravaler sa douleur et laisser son enfant tomber pour qu'il puisse se relever et apprendre ses propres leçons. En même temps, cette histoire est un profond rappel des lois de l'univers. La richesse matérielle acquise par la ruse, la cupidité sans fond et la trahison finira par vous glisser entre les doigts, ne laissant que l'humiliation, la honte et un foyer brisé. Seul l'argent gagné par la sueur et les larmes honnêtes et seul l'amour authentique et désintéressé sont les biens inestimables qui nous suivront jusqu'à la fin de nos jours. Je vous souhaite à tous une santé abondante et que vos âmes restent toujours paisibles et sereines afin que vous puissiez joyeusement vous entourer de vos enfants et petits-enfants et profiter de vos années dorées au maximum. Merci et au revoir.